que la position de la République démocratique du Congo est très claire. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le Rwanda, c'est l'agresseur et qu'il ne devrait pas y avoir des politiques de 2 poids 2 mesures parce qu'il y a un pays en Europe qui est agressé pour lequel les pays européens sont particulièrement mobilisés. Ce que nous disons, c'est clair, c'est connu dans les textes. Il faut savoir que la résolution mère qui trace la voie du retour de la paix ici s'appelle la résolution 2773, qui dit de manière claire que le Rwanda devrait s'y retirer, qui dit aussi de manière claire que la voie à privilégier, c'est la voie du dialogue. Il est évident que parce qu'il y a un acteur qui bloque les processus, les sanctions sont prises. Même si le président Kagame s'entête, il ne s'entêtera pas indéfiniment. Nous pouvons sentir de la fierté dans votre manière de parler quand vous évoquez des chiffres, notamment en ce qui concerne la langue française et tout ce qui va avec la francophonie. Mais est-ce que la même fierté est ressentie du côté de la France quand le président Macron dit par exemple que la France n'est pas dans l'optique de suivre les sanctions comme les États-Unis l'ont fait contre le gouvernement rwandais, les responsables de l'armée rwandaise? Comment le gouvernement congolais a-t-il accueilli cette déclaration du président Macron? À l'initiative, j'étais là à New York, à l'initiative de la réunion entre les deux présidents. La question du dialogue, le dialogue, il se tient déjà avec le Rwanda, processus de Washington. Et lorsqu'on parle de sanctions en diplomatie, ce sont des outils qui permettent justement d'obtenir des résultats sur le terrain. Vous avez suivi le président Kagame qui promettait, n'oubliez pas, l'enfer à ceux qui promettaient des sanctions il y a quelques semaines. Vous l'avez suivi aujourd'hui, reconnaître que ça les affecte, même s'ils s'entêtent. Je crois que la posture du président Macron devrait évoluer normalement parce que nous sommes dans un dialogue où oui, on se parle depuis des années, mais non, on n'avance pas beaucoup sur le terrain. Et si la France veut jouer un rôle complémentaire au rôle que l'Amérique joue actuellement, la France et par-delà l'Union européenne devrait être en mesure de bien regarder, de refaire une mise à jour du sujet et de considérer que sur le Rwanda, il faut davantage des pressions pour nous assurer que l'objectif de la paix restauré dans la partie est de la RDC le soit et dans les meilleurs délais. Est-ce que la posture du président Macron ne se traduit pas par la stagnation autour de ce qui a été déjà voté à l'ONU? Vous allez souvenir la résolution, c'était porté par la France. C'est donc vous-même, le porte-parole du gouvernement à l'époque, vous nous expliquiez ce qui c'était réellement. Aujourd'hui, cette résolution ne porte aucun fruit sur le terrain. Mais la France refuse même de se heurter au Rwanda. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le président Macron devrait aussi évoluer dans le sens où il y a une résolution qui est claire, la 2773. Vous lui avez fait savoir cela par des voies officielles. Elle a été complétée par la 2808. Je pense que la position de la République démocratique du Congo, Madame Chancela Tchala, est très claire. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le Rwanda, c'est l'agresseur et qu'il ne devrait pas y avoir des politiques de 2 poids 2 mesures parce qu'il y a un pays en Europe qui est agressé pour lequel les pays européens sont particulièrement mobilisés. Ce que nous disons, c'est clair, c'est connu dans les textes. Mais maintenant, nous sommes engagés, n'oubliez pas, dans un processus avec le processus de Washington où nous avons un médiateur qui dispose des leviers de contraintes. Et donc, au moment où je vous parle, vous avez suivi, par exemple, que la semaine dernière, que les Rwandais ont commencé à se retirer de la plaine de Ruzizi. Ils sont allés vers Sangé. Mais l'objectif serait que ces Rwandais qui sortent rentrent au Rwanda, conformément justement à ce que nous avons convenu dans les cadres de l'accord de paix qui est parmi les textes résumés dans ces textes. Il est donc évident que pour nous, les efforts qui visent les retours de la paix sont les bienvenus, mais la nature des efforts qu'il faut apporter présentement au regard de l'attitude inutilement belliqueuse du président Kagame, qui ne cesse d'ailleurs de les démontrer parce que le cessez-le-feu est constamment violé, il est important que la France et plus globalement l'Union européenne continue dans ce qu'elle avait commencé au mois de mars 2024 en sanctionnant quelques officiers, mais aussi en sanctionnant la raffinerie des Gassabo. Cette question avait fait l'objet d'ailleurs... 2025. Oui, 24. Cette question
avait fait d'ailleurs l'objet de mes discussions avec Madame Hilde Voldwans, que nous sommes partis à Bruxelles avec mon collègue des droits humains, avec des députés européens, parce qu'il est question pour l'Union européenne, elle aussi qui tient à la paix, à contribuer effectivement pour le retour de la paix. Et ce n'est plus avec les mots qu'il faut le faire, mais c'est avec des mesures de coercition, notamment les sanctions, qui peuvent aider à ce que cette paix devienne effective. Quand le gouvernement congolais aborde la question des sanctions à l'égard du Rwanda, on sent de l'enthousiasme. Les opposants critiquent cette attitude. Les opposants estiment que le gouvernement s'est finalement abandonné entre les mains des Américains pour continuer à écoper des sanctions à l'encontre de... Mais nous ne sommes pas abandonnés. Écoutez, madame, il faut savoir que la résolution mère qui trace la voie du retour de la paix ici s'appelle la résolution 2773, qui dit de manière claire que le Rwanda devrait s'y retirer, qui dit aussi de manière claire que la voie à privilégier, c'est la voie du dialogue. C'est là que nous sommes. Les processus diplomatiques, ils prennent sans doute du temps, mais c'est les processus dans lesquels tout le monde est aujourd'hui impliqué. Il est évident que parce qu'il y a un acteur qui bloque les processus, les sanctions sont prises. Même si le président Kagame s'entête, il ne s'entêtera pas indéfiniment. Et donc, lorsque nous avons fait le choix du processus diplomatique, cela ne veut pas dire que sur d'autres fronts, nous ne travaillons pas, notamment les fronts militaires. Qu'on ne vous trompe pas, nous savons que le Rwanda et ses fils respectifs ne respectent pas les cessez-le-feu et nos militaires ne peuvent pas laisser ceux qui ne respectent pas les cessez-le-feu opérer impunément en menaçant la vie de nos compatriotes. C'est pour ça que régulièrement, l'armée prend des actions qui permettent de s'assurer que les menaces contre nos populations civiles sont étouffées. Un écart considérable sépare les discours officiels comme vous les tenez aux réalités sur terrain. Human Rights Watch a publié un rapport dans lequel ils expliquent que de massacres ont été opérés vers la fin de 2025 jusqu'en début 2026. Des fosses communes ont été également découvertes par-ci par-là autour d'Uvira. Aujourd'hui, vous nous parlez des retraits de troupes rwandaises de Sange, je précise, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Quels sont les mécanismes que le gouvernement congolais a mis sur pied pour suivre l'effectivité de ces départs-là et s'assurer que ces gens vont aller au Rwanda? Écoutez, c'est tout ce qui se passe dans ces cadres est suivi de près par la médiation américaine. N'oubliez pas. Ah, pas par le gouvernement congolais. N'oubliez pas, évidemment, nous suivons, parce que lorsque je parle de la médiation américaine, nous y participons aussi. Hier, nous avions une réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, l'organe qui est créé dans l'accord où la République démocratique du Congo, autour des Américains, discute avec le Rwanda de ce qui est attendu. D'une part, les retraits de forces rwandaises et d'autre part, les traitements de la question du M23, un processus qui est en cours parce que nous, République démocratique du Congo, nous sommes engagés à faire notre part pour que la paix revienne très vite parce que nous savons que chaque jour où nos populations ploient sur la gouvernance par crime, c'est des morts et nous ne pouvons plus en continuer d'en compter. C'est pour ça que nous travaillons activement dans les cadres du processus de Washington pour que la paix puisse être restaurée. Nous sommes passés des Doha en Suisse désormais. Monsieur le ministre, je pense que vous n'avez pas encore fait la mise au point ou quelque chose comme ça sur ce qui s'est concrètement passé en Suisse. Mais on s'en souvient que du côté de ceux qui nous agressent, ils ont dit qu'il fallait libérer des prisonniers et que la question également de la réouverture de l'aéroport de Goma a été évoquée. Pouvez-vous nous faire quand même un petit résumé des récentes discussions? Écoutez, les discussions effectivement ont été délocalisées à Montreux. Vous connaissez la situation sécuritaire dans cette partie du monde, au Qatar spécifiquement. Il faut considérer que le fait qu'on s'assoit et qu'on discute, c'est déjà des éléments de progrès. Et donc aujourd'hui, la discussion porte, et c'est parmi l'un des points qu'on a obtenu des Montreux, on a un mémorandum qui permet l'opérationnalisation du cessez-le-feu. Et c'est cessez-le-feu qui doit être opérationnalisé. Je crois qu'il y a eu un travail qui s'est fait notamment autour de la MONUSCO. Je crois que d'ici 2 semaines, la première mission devrait être faite avec les missions pour aller vérifier justement l'effectivité du cessez-le-feu dans les cas du mécanisme MCVE+, tel qu'il est appelé, le mécanisme conjoint de vérification, pour voir ce que ça donne, c'est les points de départ. En même temps, il y a d'autres protocoles qui devaient être étudiés, notamment la question de la libération du prisonnier. Ici, je rappelle, si vous vous conformez au protocole d'accord de Doha au début, à l'accord cadre de Doha, au début, vous allez vous souvenir qu'il était prévu
comprendre ce qu'on appelle des mesures de confiance. Et la libération de prisonniers rentre dans ces cadres de mesures de confiance. Et ces mesures de confiance, pour être prises, il est prévu que cela se fasse en conformité avec nos lois. Et donc ça signifie que je pense que les listes ont déjà été échangées et qu'à notre niveau, il y a un travail en cours autour du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère de la Justice pour étudier les cas par cas qui ont été envoyés, évidemment conformément à la loi. Et les moments venus, lorsque ces études finiront, on pourra libérer ceux qui sont libérables parce qu'il est hors des questions de demander la libération de ceux qui ne sont pas directement concernés dans ce qui s'est dans la crise actuelle. Il est aussi question de s'assurer qu'on n'accorde pas de liberté à ceux qui sont soupçonnés d'être responsables des crimes de guerre, de crimes massifs et tous ces crimes contre l'humanité que nous savons qui sont perpétrés à la fois par le père, dont le Rwanda, et les fils, les M23. Ensuite, il y aura, je pense, dans les jours qui viennent, une délégation de la médiation qui passera à Kinshasa pour discuter, parce que nous avons encore 6 protocoles suivant ce qui avait été convenu à Doha, sur lesquels on doit se prononcer. Ça avance lentement, sans doute, mais ça avance. Et nous, je le rappelle, comme nous sommes respectueux de nos engagements, nous allons œuvrer pour que l'accord de Washington puisse produire les effets très rapidement et pour que les taux puissent se desserrer sur nos populations qui ploient sous l'occupation rwandaise. Dites-nous de manière hiérarchisée, monsieur le ministre, si cela est possible. On va commencer par où? On vérifie s'il y a le cessez-le-feu effectif et si c'est vrai qu'il y a cessez-le-feu, vous allez en contrepartie libérer les prisonniers ou ça marche ensemble? Non, ça veut dire que nous sommes dans un processus où les choses, ça dépend de lorsqu'elles ont étudié, elles doivent s'appliquer en même temps. Ça veut dire que l'opérationnalisation du cessez-le-feu n'est pas suspensif, de la discussion, par exemple, qui s'est fait autour de la nature des prisonniers à libérer. Mais nous savons tous que les agresseurs continuent à frapper. Ce matin, ils ont attaqué les positions des FARDC dans le haut plateau des Minembwe. Et moi, je dis aussi que je crois que l'armée va sortir un communiqué tout à l'heure, si ce n'est pas déjà fait, où nous condamnons et où nous rappelons que les uns et les autres doivent respecter leur engagement et où nous rappelons surtout que l'armée ne peut pas laisser impunément des gens s'apprendre à des populations civiles et donc l'armée, dans les cadres de ses compétences, prend des actions pour contenir toutes ces attaques. Mais dans ces cas-là, la vérification de la mise en exécution de cessez-le-feu ne servira à rien parce que les combats seront toujours en cours. Ça veut dire qu'il faut d'abord y arriver. Il faut d'abord arriver à cette opérationnalisation du cessez-le-feu. Lorsque vous opérationnalisez les cessez-le-feu, vous êtes en mesure de faire les monitorings et vous êtes en mesure de savoir qui a tiré, de savoir d'où c'est parti. Et donc c'est un processus qui malheureusement prend du temps à se mettre en place, mais lorsque ces processus seront mis en place, le médiateur ou la MONUSCO ou ceux qui nous accompagnent seront en mesure de savoir c'est qui les premiers coupables de manière, cette fois-là, de nouveau documentée. Et je suis sûr que les curseurs tournera beaucoup du côté du Rwanda parce que eux, leur intérêt principal, n'oubliez pas, Madame Chancel, est économique et que chaque fois qu'ils nous imposent la guerre, c'est un prétexte pour eux de continuer à procéder au pillage de nos ressources. Qui sont ces prisonniers? Des gens qui ont été arrêtés pour de diverses raisons par l'État congolais, emprisonnés, et sur base de quoi se retrouvent-ils sur des listes du M23 ou de l'armée rwandaise pour être libérés? Sur ces processus spécifiquement de prisonniers qui se tient avec une certaine confidentialité, je pense que nous pourrons communiquer à ces sujets avec le ministre de la Justice au regard lorsque, évidemment, les premiers prisonniers seront libérés. N'oubliez pas que c'est un processus que nous faisons avec le CICR, qui est spécialisé, entre autres, sur les sujets, parce qu'il ne suffit pas de libérer ce qu'il faut libérer à partir de Kinshasa, mais je pense qu'il y a aussi les assurances à prendre lorsqu'il faut ramener ceux-là dans les parties du pays sous occupation où ils sont réclamés.